Oui, donc merci Vivian, parce que il fait partie des personnes qui nous ont aidés à penser à la fois cette démarche comme quelque chose de complémentaire de ce qui existait déjà à la ville de Paris. Et puis aussi parce que en fait, j'ai à la fois une formation ingénieur scientifique à Jussieu, donc, où j'ai eu certains de vos collègues comme professeurs. Donc, j'ai plus de souvenirs précis en dehors de Div, Grat, Roth et compagnie, mais je me rappelle surtout que c'était très compliqué. Mais c'est juste pour vous dire que j'ai on va dire une culture générale scientifique sur ce qu'il y a derrière, et c'est ça aussi qui m'a amené vers la politique quand je constatais que en fait, il n'y a quand même pas grand monde qui comprenait bien ce que disaient les scientifiques et ce à quoi il fallait s'attendre. Avant de vous expliquer plus ce qu'on a fait dans le 13e arrondissement, élément de contexte très rapide sur la ville de Paris. Euh, il y a déjà un plan climat avec un volet adaptation. Il y a eu un très gros travail de fait sur l'adaptation, donc un document qui s'appelle Vulnérabilité et robustesse de la ville de Paris face au changement climatique. On a en ce moment une révision du plan climat qui est lancée. L'année prochaine, vous avez un exercice de gestion de crise qui va être fait sur Paris face à une grosse canicule. C'est comme ça qu'on me l'a présenté. Donc plus grande que celle qu'on a vécue jusqu'à présent. Exercice qui va être géré par la préfecture et la ville. Et moi, j'essayais, oui, par exemple, par ailleurs aussi, une révision du plan local d'urbanisme qui définit en partie où on peut construire, comment, etc. Mais moi, j'identifiais qu'il y avait un déficit de connaissance, de compréhension du problème dans la classe politique. Et aussi, j'avais l'intuition que c'était le cas aussi auprès de beaucoup d'acteurs du territoire. Donc, on a voulu un peu tester cette hypothèse en utilisant la canicule de 2019 comme une excuse pour aller rencontrer tout un tas de gens. Donc, là, aujourd'hui, vous avez Justine avec nous et n'hésite vraiment pas à m'interrompre, à compléter, mais on avait aussi quelqu'un d'autre, Pauline Calvier, qui était en stage et dont c'était vraiment le focus principal. Parce que mine de rien, en fait, c'est assez lourd d'organiser 40 entretiens, de les préparer. On a essayé de faire le plus large possible. On a fait le choix dès le départ de ne pas aller directement vers la population parce que sinon c'était ingérable pour nous, et plutôt d'aller vers les différents acteurs qui composent un territoire. Donc, on a à la fois des approches très micro, du style on est allé voir une commerçante. C'est aussi parce qu'elle est adjointe à la mairie, mais ça nous donnait un cas très concret. Elle est fleuriste, donc elle a des besoins de frais. Comment est-ce qu'elle vit ça? On est allé voir des structures, on va dire, publiques ou parapubliques, enfin, dans un esprit du public, donc avec à la fois des écoles, enfin une école, un hôpital, un EHPAD. Donc, on s'en fichait un petit peu de savoir qui gérait exactement, mais voilà, c'est comme ça qu'on pose la société. On est allé voir aussi ce type d'établissement. Et on est allé voir aussi des services de la ville qui sont en gestion plus ou moins directe sur des thématiques enfin, qui vont être affectées par l'adaptation. Et enfin, le quatrième type d'acteur, c'est ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du 13e arrondissement, mais qui n'est pas particulier à l'arrondissement. Donc, notamment tous les gestionnaires de réseaux électriques, de gaz, de froid, Haut-de-Paris, pas directement dans les entretiens, mais comme moi je suis administrateur d'Haut-de-Paris, j'avais accès en direct à la direction. Et tous ces gens-là, et j'ajoute aussi les pompiers, on a mis énormément de temps à décrocher l'entretien parce qu'il fallait monter et puis redescendre dans les échelons avant d'arriver à la bonne personne. Mais cet entretien-là, qui a eu lieu plusieurs mois après la fin des autres entretiens, en fait, il a été déterminant. Et je reviendrai dessus plus tard si vous avez des questions. Mais il a été déterminant parce qu'en fait, il a confirmé tout ce qu'on voyait. Et ça confirmait que les pompiers avaient une très bonne compréhension de ce qui était en train de se passer, des risques. Et
pour moi, ça a été un peu une sorte de validation du travail qu'on a fait précédemment. Et par ailleurs, c'était clairement l'acteur qui avait la meilleure compréhension de ce qui pouvait advenir. Donc, les généralités que je vais vous dire par la suite sont un peu hors pompier. Le premier enseignement général qu'on en a tiré, c'est que déjà, absolument personne ne remettait en cause le changement climatique. Les gens associaient bien les canicules avec le changement climatique. Le deuxième point, c'est que 2019, c'était un prétexte et on a parlé de toutes les autres canicules. Il n'y avait pas un focus particulier. Donc, l'hypothèse mon hypothèse de départ, c'était aussi de dire, bah, tiens, est-ce qu'il s'est passé des choses en particulier en 2019, puisque c'était une canicule plus courte, mais avec une température max atteinte plus importante. Est-ce que ça a créé quelque chose de particulier? Et ça dépendait des acteurs. Certains s'en rappelaient très précisément parce qu'il s'était passé quelque chose, mais pour la plupart, c'était l'occasion en fait, d'avoir une discussion sur les canicules. Il y en a d'autres très clairement qui nous ont dit, alors nous, 2009, on n'a même pas vu passer. Par contre, 2018 et 2020, beaucoup plus identifiable parce que canicule plus basse en intensité, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'était qualifié en intensité, enfin, ah oui, pardon, petite précision, parfois je mélange canicule et vague de chaleur dans mon vocabulaire, même si je sais qu'il y a une définition sur canicule. Je vous prie de m'en excuser. Certains acteurs, notamment j'ai en tête gestionnaires de réseaux électriques, pour eux, c'est surtout la durée de la vague de chaleur ou de la canicule qui compte et pas tant la température max. Pour des raisons que je pourrais expliciter si ce n'est pas clair pour vous, mais c'est en gros le sol met plus de temps à se chauffer. Et c'est quand ça en arrive à une certaine profondeur de 1 ou 2 mètres, là où sont enterrés les câbles, qui dépassent une certaine température. Là, on peut avoir des problèmes. Est-ce que tu peux nous dire à quelle distance vous avez fait ces interviews de l'épisode? On les a faites donc en 2022, donc on les a commencées en septembre. Ouais. Et on les a finis en décembre. Non, ça a prolongé jusqu'en janvier-février. Ouais, février. Et pompiers, avril. Ouais. 2 ans après. 2 ans après, d'accord. Ouais. 2 ans. Donc, je vous ai dit, premier enseignement, pas de remise en cause du changement climatique. Deuxième enseignement, confusion sur les événements. C'est clairement les opérateurs techniques qui ont un souvenir plus précis de dire, voilà, non, celle de 2018, elle nous a posé tel type de problème, etc. Troisième enseignement, tout le monde a bien conscience que ça va empirer, mais personne ne sait dire comment. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de décrire, on va dire d'un point de vue du phénomène climatique, est-ce que ça va être plus chaud, est-ce que ça va être plus long, est-ce que ça va être plus tôt, si c'est les trois, plus tôt, plus tard, etc. Ils savent qu'ils disent que ça va être plus chaud. Voilà, ça c'est clair, ils savent que ça va être plus chaud. Mais précisément, alors nous parlons encore moins d'horizon temporel, pour savoir quand est-ce qu'on est susceptible de passer tel ou tel cap. Mais, et ça c'est important à se dire parce que si ça c'est pas clair, c'est sûr que ça peut pas être clair le point suivant qui est de dire quelles sont les conséquences de vagues de chaleur plus importantes, plus longues, plus précoces. Parce que c'est un peu la base en termes de méthodologie. On regarde un peu quel type en tout cas dans des études classiques, même si je sais qu'elles sont remises en cause et j'en ai bien conscience que c'est plus comme ça qu'il faut procéder, de dire voilà, qu'est-ce que nous dit la climatologie, et puis on essaie d'appliquer ça à un système et on regarde les conséquences. D'ailleurs, ça, j'en profite pour dire que ce renversement de raisonnement, à savoir plutôt de dire bon, on fixe un profil de canicule et on regarde ce qui se passe, plutôt que de dire quand est-ce qu'il peut avoir lieu et quelle est sa probabilité d'occurrence. Ça, je vais essayer de l'appliquer à partir de septembre dans une initiative de mission d'information et d'évaluation. J'y reviendrai plus tard.
Mais donc cet enseignement sur pas une incompréhension complète de ce qui peut arriver a pour conséquence, à mon avis, une incompréhension complète de ce qui peut poser problème. Et là, nous, on a identifié 3 lacunes. La première, c'est qu'est-ce qui peut m'arriver à moi comme organisation directement. Les organisations qui anticipent le mieux ce qui peut leur arriver à elles, ce sont les gestionnaires de réseau qui ont une pratique de la gestion du risque et de la continuité de service. Donc ça, par contre, ils se posent quand même la question. Ils ne nous ont pas fait la démonstration que le plan était robuste. Ça, il faut bien se le dire. Les plus avancés quand même en termes de réflexion et de travaux, ça reste, à mon sens, Enedis et Haute-Paris. Mais ils ne nous ont pas dit, oui, voilà, on a fait des stress tests, voilà ce que ça donne. Ça restait quand même des déclarations d'intention. Donc, moi, si j'étais en gestion de la ville, j'irais challenger très fortement ce qu'ils présentent. Et voilà, tout ça, c'est à relativiser parce qu'ils ont un plan d'investissement pour amoindrir les problèmes de câbles qui sautent souterrain au bout de quelques jours de vague de chaleur. Donc, méconnaissance de ce qui peut arriver chez soi, notamment sur quelque chose qu'on a identifié qui est alors, les phénomènes de cliquet, de seuil inconnus au bataillon. Il y a vraiment cette idée de, enfin, moi, l'explication que j'ai, c'est que comme il n'y a pas une compréhension claire que, oui, en fait, peut-être que dans, je sais pas, la décennie qui vient, on peut avoir du 45, peut-être que dans moins de 20 ans, on pourrait avoir du 48, voire du 50 à Paris, extrême. Oui, il se passe des choses à 44 degrés qui ne se passaient pas à 40 degrés. Exemple très concret. Hôpital. Alors ça, pour moi, c'était, je trouve que si je dois garder un moment de tout le travail, et alors je n'ai pas participé à tous les entretiens, mais dans ceux auxquels j'ai participé, et je serais intéressé de savoir si toi aussi il y a eu ce truc de un moment de silence dans la salle, quand c'est là où on voit que la sélection des personnes, il ne suffit pas de sélectionner les organisations, il faut sélectionner aussi les personnes dans les organisations qui vont répondre à nos questions. Là, on avait la chance d'avoir le gestionnaire de la maintenance des équipements techniques et c'était le directeur. Je ne sais plus. Quelqu'un, en tout cas, de la direction qui connaît les métiers du soin, qui gère l'hôpital. Et de par les questions qu'on pose, à un moment, le gestionnaire nous dit, mais oui, on va avoir un problème avec les groupes froids, parce que les groupes froids, en fait, ils sont dimensionnés. Et j'ai appris depuis que ce n'était pas juste les 7 hôpitaux-là, mais en fait, c'est généralisé à nos latitudes d'avoir ces seuils de fonctionnement. Ils ne sont pas censés fonctionner au-dessus de 42-43 degrés. C'est pour ça aussi que vous avez peut-être vu que dans le sud de la France notamment, vous avez des frigoristes qui arrosent leur groupe froid. Donc, ils ne dépassent pas ce seuil. Et qu'est-ce qui se passe si on dépasse ce seuil? En fait, la clim s'arrête. Ce n'est plus une question de puissance électrique. Le système n'est pas fait pour perdre. Donc là, on creuse pendant l'entretien, on dit OK, donc ça peut arriver. Donc, petite parenthèse, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas passé loin de ça en 2019. Et lui-même disait OK, c'était un peu chaud. Voilà. Il y aura plein de mauvais jeux de mots de ce type. On dit OK, donc la clim s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? C'est de l'inconfort, voire plus que ça, pour les patients dans l'hôpital, en fragilité, voire en extrême fragilité. Mais pire que ça, ça veut dire que le bloc opératoire ne peut plus fonctionner. Ils nous ont dit, en fait, s'il n'y a pas la clim, parce que depuis, j'ai creusé, parce que j'ai pas. C'est là aussi où moi, en tant que praticien, j'ai besoin de mûrir le sujet, de me dire, mais en fait, est-ce que c'est vraiment une question de température ou c'est parce que la clim est couplée à la ventilation? Et donc, je me suis renseigné avec ma sœur qui est sage-femme au CHU du Mans. Elle m'a dit, non, en fait, s'il n'y a plus d'aération et de clim, le bloc opératoire ne doit plus fonctionner parce qu'en fait, ça poserait trop de problèmes vis-à-vis des germes. Et je leur ai dit, mais attendez, mais si la canicule, elle dure, je veux bien qu'on ait de la déprogrammation, mais vous aurez toujours des opérations d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et c'est là où il y a eu un moment de silence. C'est qu'en fait, il n'y avait pas de réponse. Et la personne de la direction nous a dit,
il faut qu'on y travaille et qu'on est très preneur de travaux avec vous là-dessus. Voilà, pour moi, ça a été un des moments clés d'alerte. Mon éco-anxiété a fait un petit bond à ce moment-là. Fast forward, plusieurs mois après, avec entretien avec les pompiers, qui nous dit que même dans la vague de chaleur qu'il y a eu en mai, que tout le monde a déjà oublié, hein, il y en a quand même eu une en mai, il nous a dit, nous, on est passé dans son centre opérationnel de 400 interventions journalières à 700. Et toute son organisation repose sur le fait que derrière, les hôpitaux tiennent le choc, puisqu'il consiste surtout à amener des gens fragiles de chez eux à l'hôpital. C'est ça qui fait augmenter à ce stade. Moi, je me suis dit, OK, une vague de chaleur de ce type-là en mai, si ça fait déjà quasiment doubler le nombre d'opérations, je ne sais pas ce que ça veut dire quand il fait beaucoup plus chaud. Bon, on n'a pas noté à l'entretien, mais il nous a aussi dit qu'il fallait relativiser la surmortalité parce que ça va arriver quelques années et puis après, on aura moins de problèmes. Parce que le stock a diminué. C'était très cynique, mais en même temps, je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est une réalité. Donc, effet de seuil très mal connu avec cette illustration. Effet domino, inconnu au radar. Alors ça, c'était vraiment le truc où absence totale, impensé et complet. Vous avez par exemple, ça, pour moi, je trouvais que c'était encore le plus fort là-dessus, c'était chez Enedis, donc avec cette culture de la continuité, culture qui est très très forte et qui est très efficace. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une coupure de courant à Paris. Moi, jamais. C'est aussi parce que, alors il peut y avoir des problèmes en amont, mais c'est aussi parce que Enedis fait un travail très rapide. Par exemple, il y a eu ce cas-là d'une coupure de courant pour 2800 personnes, 2800 foyers dans le 14e pendant la vague de chaleur de juin. En moins de 2 heures, ils avaient déjà branché des groupes diesel pour avoir plus de temps pour faire la réparation sur le réseau. Et du coup, pour la population, c'est quasi indolore. Donc, quand je parle des effets dominos, c'est qu'en fait, ils résonnent comme si tous les autres systèmes autour d'eux, dont ils dépendent implicitement, n'ont pas de problème. Et c'est pour ça que je dis que en fait, leur plan de continuité, à mon avis, de tous ces acteurs-là, il ne tient pas la route. Moi, ma crainte, c'est ça, c'est que je leur dis, OK, vous comptez sur la disponibilité de vos équipes. Mais sauf que vos équipes, elles dépendent elles-mêmes d'une capacité à se déplacer. Quid si on a des problèmes dans les transports en commun, et en général, les gens qui font tourner la machine parisienne, ce n'est pas des gens qui vivent à Paris. On l'a bien vu pendant le confinement que ça avait posé des problèmes. Et je ne sais pas si dans ce Cénacle, j'ai besoin d'expliquer les problèmes liés au transport, déformation de rails, ralentissement sur... Il y a des gens qui pourront réagir. Ah bah oui, je vois, il y a entre parenthèses SNCF. Et RTE, ok, je vais avoir plein de questions. Mais en tout cas, chacun regarde un peu l'étude dans son coin. Je vous donne un autre exemple. Dans les gens qu'on a rencontrés, personne n'avait anticipé que si on a une canicule en juin, ça va poser un problème majeur pour les écoles. Parce que le confort d'été dans les écoles, on n'a jamais eu à gérer ça puisque c'était en juillet-août. Et si on commence à avoir des canicules en juin, on a un problème dans les écoles, on a peut-être des classes qui ferment, ou des parents qui retirent leurs enfants des classes et qui partent de Paris. Je ne sais pas ce que ça donne dans les transports, si c'est des choses qui sont dans des volumes importants. Et donc, moi, il faut oser ce mot-là. On pourrait avoir des formes de mini-effondrement de système parce que, en fait, cet effet domino fait que il y a une propagation du risque. Voilà, ça c'était un des derniers messages clés. Nous, comme enseignement, on en a tiré toute une série de recommandations pour l'exercice de gestion de crise en disant, voilà, tous les trucs qu'on a identifiés, il faut les tester. Notre étude, et qui vient en complément de choses qui ont été déjà faites et citées, elle vient, à mon avis, le rendu principal, c'est alimenter
la réflexion sur la gestion de crise, ce qui n'est pas encore la même chose que l'adaptation sur long terme. Parce que c'est plus difficile d'aller, pour nous, c'était plus difficile d'aller creuser ces sujets-là parce que, en fait, il faudrait discuter beaucoup plus, parce que la gestion de crise, elle peut se faire avec des points de température très ponctuels et on en tire des scénarios. Tandis que si on va être dans la datation, il faut se dire, en fait, ce qu'on a identifié comme problème dans cet hôpital-là ou dans cette école-là, est-ce que ça se généralise? Comment il faudrait faire pour massifier, etc. À la suite de ça, on a certes écrit un rapport qu'on va diffuser, mais aussi, moi je me suis dit, il faut arrêter avec la politique à l'ancienne. Je vais écrire une fiction. Je vais écrire une fiction dans laquelle qui s'appelle Paris 50 degrés. Vous pouvez la regarder sur Twitter. Elle est en cours de publication parce qu'elle est en cours d'écriture. Sur Twitter et sur LinkedIn, si vous n'y êtes pas. Et elle décrit, voilà, été 2026. Ça, c'était le pitch qui était écrit dès février. Été 2026, une canicule commence à Paris dès juin. Et en gros, elle va durer 3-4 semaines avec un pic à 50 degrés. Donc, moi, je copie un peu la très, très, très faible probabilité qu'on avait d'avoir ce dôme de chaleur au Nord-Canada. Donc, j'ai entendu proba de retour, je ne sais pas le terme exact, de 1 sur 10 000. Alors, une chance sur 10 000 d'avoir cet événement-là dans 10 000 ans, sur une fenêtre de 10 000 ans. J'ai compris que c'était, en gros, que c'était le point extrême, et ça, je veux bien avoir un retour là-dessus, parce que moi-même, il faut que, au fur et à mesure, en fait, ça me pose des questions assez techniques, parce que je commence à être interviewé, et donc il faut que je sois très précis sur l'aspect scientifique. Je pense que justement là-dessus, ça va être intéressant de et puis il y a des histoires de communication, parce que moi, je dois simplifier. Et avant qu'on commence, je posais une question sur qu'est-ce que c'est que l'intensité maximale. Parce qu'en fait, ce truc-là, c'est invitable par le grand public. Moi-même, ayant fait des études là-dedans, j'avais du mal à comprendre des explications qu'on m'avait données. Donc, merci beaucoup, parce que là, c'était limpide. Donc, je reviens sur la fiction, pardon. C'était malheureusement tragicomique, c'est-à-dire que ce pitch-là, je l'imagine en février, je commence à publier avec 2 autres personnes fin mai, et puis 5 jours après, j'ai Thomas Wagner qui tient le site Bon Pote, qui me dit, donc il discute directement avec des météorologues, qui me dit, mais tu sais que on a un truc qui se prépare là. Et je dis, bon, non. Donc, il y avait ce phénomène complètement incroyable où, en même temps qu'on publiait des trucs, en fait, on était rattrapé par la réalité. C'est-à-dire que le début de notre canicule correspondait au début de la vague de chaleur qu'on a eue, avec des mêmes phénomènes similaires en termes de réaction. Je vous parle de ça parce que ce n'est pas lié au travail c'est une suite. Ce n'est pas porté par la mairie du 13e, mais en fait, le pouvoir de cette fiction, il est incroyablement plus élevé que toutes les interviews, tous les rapports qu'on peut faire. Là, je vois que en fait, ça a attiré l'attention, certes, de scientifiques, et je ne cache pas le plaisir que je peux avoir quand vous avez un Christophe Cassou, un Jean Jouzel qui met un petit like sur nos posts, parce que je me dis, OK, c'est qu'on n'a pas dit de la merde. Il y a ça, il y a des journalistes, beaucoup plus, qui suivent ce contenu-là que mon profil officiel d'élu. Là, j'ai contacté la trentaine de journalistes qui suivent, et en fait, j'ai des bons taux de retour, de demandes d'interviews, dire, tiens, ça nous intéresse, on pourrait creuser. Il y a des gens qui voient tout de suite l'intérêt de transformer ça en BD, en podcast, avec un mélange de... tiens, il pourrait refaire, dans l'idée, les entretiens qu'on a faits, mais les enregistrer. Ce moment-là, voilà, où il y a de découverte sur un risque, il soit enregistré et diffusable. On a plein de possibilités de suite, de transformation de ça, et je vous invite vraiment toutes et tous à utiliser, y compris les gens qui travaillent en entreprise, à utiliser ce mode-là pour faire passer des messages. Je ne l'ai pas dit, je crois, quand je me suis présenté, mais par ailleurs, je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle Carbone 4, qui a été cofondé par Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici.
et j'ai déjà utilisé le mode de la fiction pour faire passer des messages chez des clients, y compris sur des sujets d'adaptation. C'est-à-dire qu'on leur décrivait des réactions politiques à la suite d'événements climatiques, et donc des réactions politiques du style telle industrie arrête de fonctionner, il se passe ça sur la taxe carbone, etc. Et comme c'était un mode fictionnel, il ne critiquait pas du tout la réalité de ces mesures ou de leur bien fondé. Il disait oui, effectivement, s'il se passe telle et telle chose, on pourrait avoir une sorte de surréaction du corps politique et sociétal et des mesures, drastiques qui passent du jour au lendemain. Ça, c'était pré-Covid. Hein. Donc maintenant, je pense que ça marche encore mieux comme mode de présentation des choses. Voilà, on avait dit de faire court en introduction, mais c'est mon enthousiasme sur le sujet. J'ai mis, je crois, la bonne adresse Twitter. Ouais, je crois qu'il ça. Tu peux aller voir. Bon, j'enchaîne parce que le prochain intervenant, je ne sais pas s'il est en ligne, parce qu'initialement, ce devait être Aurélien Ribes, qui est justement un des experts spécialistes, chercheurs à Météo France, au Centre national de recherche météorologique, de la question qu'est-ce qu'on peut attribuer au changement climatique d'origine humaine, et en particulier les événements singuliers, les vagues de chaleur, en particulier les canicules. Mais donc, malheureusement, il est souffrant, parce qu'il a attrapé le Covid. Je pense qu'il est au Canada, parce qu'il était prévu qu'il soit territorial depuis le Canada. Mais il a trouvé dans l'urgence quelqu'un qui est expert aussi sur la question. Alors, est-ce que, Johan, tu es en ligne? Alors, oui, je suis en ligne. Formidable. Donc, tu vas pouvoir justement parler de… Je ne sais pas si tu as eu la présentation que prévoyait c'était 3 diapos d'appui. Hein, si Aurélien m'a tout envoyé. Bon, mais c'est parfait, parce qu'on les a ici aussi. Si ça ne passait pas, éventuellement, on pourrait les passer à partir de l'ordinateur qu'on a ici. Donc, et puis, finalement, tu as introduit le sujet parce que tu as parlé de cette canicule au Canada, de Lytton. Tu peux peut-être, c'était la ville où il a fait 50 degrés. Et donc, tu peux peut-être revenir justement sur cet événement-là pour dire ce qu'en disent les scientifiques en termes de probabilité, de changement de probabilité d'occurrence. Alors, à toi la parole pour situer cette question scientifique nouvelle de l'attribution des événements extrêmes aux activités humaines. Alors que les scientifiques avant disaient, bon, on ne sait pas dire pour un événement, maintenant on sait dire les choses. Alors, bonjour à tous. Alors, ça m'oblige à réfléchir 2 secondes parce que j'ai récupéré les slides d'Aurélien qui m'a envoyé ces slides sur la canicule de 2019 en France, mais qui ne m'a rien donné du tout sur le Canada. Ça, je n'ai strictement rien en tête. Mais bonne nouvelle, je m'étais amusé à faire les calculs à l'époque. Donc, je les ai en magasin sur l'ordinateur. Il faut que je retrouve tous ces choses-là. Tu peux le dire peut-être. Pardon? Enfin, je veux dire, la présentation d'Aurélien, on l'a ici. On va la faire apparaître. Voilà. Est-ce que tu la vois? Alors, pour moi, il n'y a pas de partage d'écran, dans tous les cas. Ça se fait actuellement. Ah, ça arrive. Voilà, donc il y a la première slide. Voilà, donc pour parler, ça c'est un petit résumé de la canicule de juillet 2019. Donc ce qu'elle était, c'est une canicule qui est arrivée fin juillet. Alors c'est remarquable qu'en fait c'est la 2e de la saison, car il y en avait aussi une fin juin, et c'était là où on a tapé le record français à 46 degrés. Donc celle de juillet, par contre, même si on n'a pas eu la chance de monter jusqu'à 46, elle a quand même duré, en tous les cas, effectivement 6 jours, et il y a eu aussi énormément de records locaux qui ont été battus, avec un record de température moyenne sur la France à 29,4. Alors, ce 29,4, je vais revenir plutôt dessus, sur la slide suivante, pour essayer de mieux expliquer ce que c'est directement. Voilà, parce que sur cette slide, l'attribution en elle-même. Alors, qu'est-ce que c'est que l'attribution en elle-même? L'attribution, c'est l'idée qu'on va regarder à quelle fréquence, quelle est la probabilité qu'elle a de se produire à un certain moment dans notre monde, donc aujourd'hui,
il y a 10 ans, peut-être dans 50 ans, en fonction d'un scénario qu'on a en climat, quelle est sa probabilité et quelle aurait été sa probabilité, en fait, s'il n'y avait pas eu d'influence humaine. Et donc, le but de l'attribution, c'est que si on arrive à avoir ces deux éléments, quand on connaît tout ça, on peut donc savoir à quel point le signal a augmenté, à quel point l'homme a altéré et à quel point cette canicule est devenue plus probable. On peut récupérer aussi les intensités. Donc, les intensités, c'est la valeur qui est associée à cette canicule. Donc, le maximum sur la slide précédente, c'était 29, quelque chose. Nous, la définition qu'on a prise ici, c'est qu'on a pris comme définition, c'est que la température moyenne France, sur 3 jours, elle a été à 28,7. Alors, je vais passer un peu de temps sur ce chiffre, parce que 28,7, si on dit à peu près, je pense, quasiment tout le monde qu'il a fait 28,7 pendant cette canicule, les gens ne comprennent pas bien ce chiffre. Parce qu'à 28,7, ça veut dire qu'on met un short pour sortir, mais qu'il ne fait pas si chaud que ça. Sauf qu'en fait, c'est une température moyenne sur 3 jours et c'est énorme. Donc en fait, ça, c'est un problème qu'on a en communication en règle générale. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ont le même problème, c'est que ces valeurs de température moyenne amalgament énormément de choses, en fait, et ils sont en fait énormes, mais ils n'apparaissent pas en tant que tels quand on les regarde. Alors, un premier point de repère pour comprendre à quel point 28,7 c'est chaud, c'est que si vous prenez les normales de Météo France, au pic de l'été, la valeur médiane qui est attendue sur la France, c'est 20 degrés, à peu près. On s'attend à trouver 20 degrés en moyenne sur la France, sur la température moyenne France. Alors, ça ne paraît pas beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, sur une température moyenne France, on amalgame le jour et la nuit. Puis on amalgame aussi la Bretagne avec Aix-en-Provence. Donc, il y a beaucoup de choses en fait, qui vont se compenser pour abaisser, pour donner l'impression que la valeur est faible. Donc, en fait, 28,7, on est quand même 8 bons degrés au-dessus de la normale 61,90 de la normale 61,90. Une autre clé, peut-être, pour comprendre ce chiffre, c'est que comme c'est une moyenne quotidienne, alors là, elle est même sur 3 jours, mais pour l'instant, on va juste imaginer sur un jour. Une clé qu'on peut imaginer, c'est que 28,7, vous dites que température de confort la nuit, c'est 19 degrés. Intuitivement, donc pour descendre de 28,7 à 19, j'ai dû retirer à peu près 9 degrés. Ça veut dire que, quelque part, j'ai tapé 9 degrés au-dessus sur les maximales de la journée. Donc, 28 plus 9, ça fait 37, donc 37,7 à peu près. Donc déjà, on voit que on retrouve des températures qui sont chaudes. Donc, et en plus, maintenant, c'est sur 3 jours. Donc, ça veut dire que sur 3 jours, si ça se trouve sur 3 jours, vous avez le premier et le dernier jour, il a fait 25. Mais s'il a fait 25 les premiers le troisième jour, ça veut dire que globalement, vous avez largement dépassé les 30 de température moyenne sur une seule journée. Alors, ça n'a pas été le cas parce que le maximum a été de 29,5. Donc, on est plutôt sur une oscillation de 0,5 à 1 degré sur ces 3 jours. N'hésitez pas à m'interrompre. Justement, c'est donner des clés de compréhension sur ces types de valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On voit qu'on a un 28,7. Et on se pose la question, quelle est la probabilité d'avoir au moins une température moyenne de 28,7? Donc, bon, on a toute une méthodologie, plein de calculs. Et qu'est-ce qu'on trouve? Alors, la figure de droite, que vous voyez à droite, en bleu, en fait, c'est la probabilité dans un monde sans influence humaine. Alors, il faut un peu plisser les yeux, mais on trouve que sans influence humaine, voilà, merci. On a la médiane des valeurs qui sont inférieures à une durée de retour de 1000 ans. Alors, ça paraît dingue de dire supérieur à 1000 ans, parce que 1000 ans, en fait, on a l'impression que ça n'a pas de sens de parler de 1000 ans, parce que c'est exactement en fait, le problème, ce qui était dit avant, c'est qu'on a l'impression que ça veut dire que sur les 1000 dernières années ou les 1000 prochaines, ça va se produire qu'une fois. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le comprendre. Et en général, moi, je n'aime pas trop parler en durée de retour, mais il fallait bien que je commence quelque part. Je préfère dire simplement qu'on avait une chance sur 1000. Parce que c'est en termes de. Dans un monde contrefactuel, il y avait une chance sur 1000 que ça se produise. Ça illustre simplement que c'était incroyablement faible. Il n'y avait quasiment aucune chance que ce type de canicule arrive. Par contre, on monte la courbe rouge. Donc, la courbe rouge jusqu'à 2019, c'est de l'historique. C'est-à-dire que entre 1950 et 2019, alors techniquement, les observations, on les a plutôt entre 1947 et 2019 sur la France.
Avant, c'est complété par les modèles. Ça, c'est de l'historique. Au-delà de 2019, on est sur du scénario. On est sur les modèles. Donc, on a toute une méthode pour pouvoir combiner un modèle et observation. Et c'est le scénario RCP 8.5 qu'on a regardé. On a aussi regardé le RCP 2.6. On va revenir dessus après. Donc pour les scénarios, le RCP 2.6, c'est le scénario optimiste où on fait absolument tout bien sur la planète. Et on arrive à limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. Alors, je vois qu'il y a une question. Quelle est l'échelle spatiale pertinente pour l'indicateur? Donc là, on parle de moyenne France. Donc ça veut dire qu'effectivement, au niveau d'un département, de la région, ça peut être beaucoup plus chaud. Le principe que la Bretagne peut se compenser avec Aix-en-Provence si vous regardez sur la moyenne France. En fait. Donc localement, la situation peut être bien pire. C'est à titre d'exemple. Mais en fait, la question, c'est qu'est-ce que vous considéreriez comme pertinent, comme échelle géographique pour annoncer ces indicateurs, en fait, pour mieux se les approprier. Qu'est-ce qu'on considère comme pertinent? Actuellement, moi, je travaille sur essayer de descendre ça justement à l'échelle départementale, parce que j'ai tendance à penser que c'est à l'échelle départementale qui a, en tout cas au minimum régional, qu'en tous les cas, les gens peuvent... qu'on peut raisonner. Quelque chose qui se passe à l'échelle de la France entière ou de la planète, c'est compliqué de raisonner dessus, alors qu'à l'échelle départementale ou régionale, bon, c'est déjà, on est sur des valeurs qui sont déjà, qui touchent plus et où on peut mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. D'accord. Mais ça, pour l'instant, c'est des travaux en cours. Descendre à ces échelles-là peut être plus compliqué. OK. Donc, j'étais sur les scénarios. Donc, le scénario RCP 8.5, c'est le scénario du pire. Donc là, Aurélien a choisi d'afficher. C'est le scénario où on ne fait rien du tout. On lâche les manettes et on laisse le réchauffement climatique filer à fond. Donc, dans ce cas de scénario, c'est qu'il a choisi pour illustrer, mais on trouve quand même que la canicule, elle a eu une valeur, alors je ne vois pas bien la valeur, mais en tous les cas, je crois que c'était 1 sur 40, une chance sur 40 à peu près. Alors, attention à l'échelle qui est un petit peu, elle est tordue, l'échelle sur le graphe, pour réussir à faire sortir les toutes petites valeurs. En fait, parce que vous voyez, on passe de 100 à 1000, puis à 1 million. Tout à coup, si vous regardez le graphe de droite, ou le graphe de gauche, 10-2, 10-3, 10-6. Donc l'échelle est tordue sur le graphe pour faire sortir les toutes petites valeurs. De manière, l'échelle entre 1 et 2 est énorme par rapport à celle entre 10 puissance 2 et 10 puissance 3. Donc, cette canicule, on trouvait que c'était un événement qui était quand même rare, une chance sur 40. Donc, on est sur, si on arrondit quand même à peu près le calcul, on est sur l'événement qui se passe tous les 30 ans, à peu près. Sachant que l'intervalle de confiance, il est plutôt 1 sur 150 à 1 sur 13, donc on est entre l'élément décennal et centenal. Et comme vous pouvez voir sur le graphe, la probabilité, en fait, elle change avec le temps, ce qui est logique, en fait, parce qu'on continue à réchauffer le climat. Donc, en fait, cette probabilité d'une chance sur 40, elle est valable uniquement à l'année où on la calcule. En fait, mais comme on continue à modifier le climat, elle continue elle-même à bouger avec le temps. Aussi la raison pour laquelle dire que ça se produit une fois sur un bloc de 1000 ans, c'est vraiment pas adapté, vu que justement, ça bouge avec le temps. Ces éléments bougent avec le temps. Ce qu'on peut voir aussi là avec le RCP 8.5, mauvaise nouvelle, mais au-delà de 2050, ce que je vois sur le graphe, c'est qu'on passe la probabilité 1,5. Ça veut dire que vous arrivez chaque été, vous lancez une pièce, vous avez une chance sur 2 qu'elle se produise. Bon, c'est le plus pessimiste, mais c'est ce que prédit dans ce contexte-là. Si jamais on suit ce scénario-là, ça va se finir, en tous les cas, de manière presque certaine comme ça. Un autre élément qu'on peut voir, c'est que la probabilité dans un monde sans influence humaine, elle touche le 0, en fait. Tout en bas, elle touche le 0, et en fait, elle le touche vraiment beaucoup. C'est-à-dire que cette probabilité dans un monde sans influence humaine, on ne peut pas exclure qu'elle était vraiment nulle, que cet événement n'avait vraiment aucune chance de se produire. Donc, on a suffisamment changé le climat pour que cet événement, pour introduire des événements qui n'arrivaient jamais avant. En tous les cas, à l'horizon des 100 dernières années, c'est quelque chose qui était complètement impossible. Donc, c'est ce qui illustre en fait le changement de probabilité. Alors, il y a un facteur 600
qui va de 20 à plus l'infini. Alors pourquoi c'est aussi énorme en fait? Le plus l'infini, c'est normal, parce que si vous faites 1 sur 0, 1 sur 0, ça fait plus l'infini. Un événement qui était impossible, son risque, il est augmenté une infinité de fois. C'est normal. Et 600, parce que en fait, l'événement était vraiment très peu probable. Donc, on trouve aussi effectivement un point aussi peut-être intéressant, c'est qu'on a en 2021, donc l'année dernière, on est sur la slide d'avant. Voilà. En 2021, l'événement est quand même à peu près 2 fois plus probable qu'en 2015. Donc en 6 ans, le réchauffement climatique, il a quand même suffisamment continué à agir pour que l'événement soit déjà 2 fois plus probable que lorsqu'on a signé les accords de Paris. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Alors, je vais commencer un peu à anticiper. Oui. Je crois que c'était une réaction à la découverte des grains. Type rire gêné. D'accord. Il y avait une question, mais c'était en mode parce que je n'entends pas s'il y a une question. Non, pas de question, plutôt un affaissement d'épaule. Voilà. Ah, c'est pas fini. Alors. Ah. C'est pas fini, malheureusement. Donc, oui, j'ai quand même pas mal anticipé en parlant dans le futur, parce qu'effectivement, dans le scénario de forte émission, qui est le RCP 8.5, à la fin du siècle, on arrive à une probabilité 1, donc globalement, vous êtes quasiment sûr dans le RCP 8.5 qu'une canicule comme au moins aussi forte, donc pas forcément la même, mais une au moins aussi forte, vous êtes quasiment sûr qu'elle se produira, c'est-à-dire tous les ans. Et surtout, si vous prenez un événement qui avait la même proba qu'en 2019, donc l'événement 2019 était rare, mais si vous prenez en 2100 un événement qui était aussi rare, parce que les événements extrêmes dans le futur, ils vont, les événements extrêmes dans le sens à probabilité très incertaine, il va aussi y en avoir, où ils seront eux-mêmes à probabilité très faible. Mais comme on est allé vers le haut, ils vont être beaucoup plus chauds. Donc là, ici, dans le futur, ce serait 6 degrés de plus, entre 4 et 9,5. Alors, prenons juste le 4, histoire d'être optimiste. On était à 28,7 sur 3 jours, on passe à 32,7 sur 3 jours. Donc, ça veut dire que si on imagine une température de confort la nuit à 19 degrés, on est à 46 degrés la journée sur les maximales France. Sur la moyenne des maximales France. On ne parle pas d'une station isolée au milieu de la caillasse qui a enregistré 46 degrés, on parle de la moyenne France. Quand même, qui peut, la moyenne des températures maximales, où ça va grimper. Et puis, comme il y a beaucoup d'hétérogénéité spatiale, il y a des endroits où ça va grimper beaucoup plus et des endroits où ce sera moins chaud. Donc, potentiellement, ce qu'on appellera canicule dans le futur, parce qu'il faudra changer les critères si on veut continuer à pas juste appeler été le mot canicule, il y aura des canicules beaucoup plus fortes sous ce scénario RCP 8.5. Si on se place sous le RCP 2.6, donc le RCP 2.6, c'est le scénario qu'on a tendance quand même à qualifier d'optimiste. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus de ce scénario en termes de trajectoire. On n'est pas sur le RCP 8.5, mais on est au-dessus du RCP 2.6. Le RCP 2.6, c'est celui qui nous ramène à plus 2 à la fin du siècle, à plus 2 degrés. Donc on ne parle pas de 1,5 des accords de Paris, on parle de plus 2 degrés quand même. Donc, dans ce scénario, à la toute fin du siècle, la canicule de 2019, elle reste relativement rare, une fois tous les 10 ans. Et un événement qui serait aussi rare, il est un peu plus chaud. Moi, j'attirerai votre attention en fait surtout sur un point qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez l'intervalle de confiance à la fin du siècle, pour le RCP 2.6, on voit qu'on a le bas de l'intervalle de confiance qui vient gentiment se poser sur la valeur de 2019. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le rouge qui est rempli et ça revient vraiment tout doucement se poser. Ce qu'on va traduire que le cas optimiste du scénario optimiste, au mieux, on revient aujourd'hui. Donc, c'est ce qui est quand même un résultat qui est, je trouve, malheureusement déjà assez fort. Ça veut dire que dans tous les cas, s'adapter paraît indispensable. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on soit si vous pariez sur le plus optimiste du plus optimiste, a priori, vous pouvez aussi parier sur le pessimiste de l'optimiste, et qui, lui, est beaucoup plus chaud. Je pense avoir fait à peu près le tour. Donc, je vous conseille la lecture
de l'article que j'ai écrit dans la météorologie, parce que j'ai essayé d'expliquer ces choses-là aussi, comme ça, à tête reposée, en lisant le truc, c'est peut-être plus simple. J'ai essayé vraiment d'expliquer pour être plus grand public. Donc, je vois que voilà, le lien a été donné. C'est génial. C'est parfait. C'est encore plus simple. Voilà, si vous avez des questions, je suppose, je suis à l'écoute. J'ai oublié de dire que et où tu avais fait ta thèse, te présenter parce que je ne l'ai pas fait. Alors, je sais que quelque chose a été dit, mais je n'ai rien compris. Il y a une espèce de vent. Ah, d'accord. Je sais que je ne t'avais pas suffisamment bien compris. Tu es postdoctorant actuellement au CNRM. Ta thèse, tu l'as passée et où précisément? Alors, j'ai l'impression que c'était une demande de c'est quoi mon cursus. J'ai eu un mot sur deux à peu près. Oui, non, parce que je ne t'ai pas présenté suffisamment. Ah oui, d'accord, oui. C'est à peu près où est-ce que je suis. Alors, j'ai fait ma thèse au LSCE, à l'IPSL, en région parisienne, où j'ai travaillé j'ai travaillé en particulier sur les systèmes chaotiques et la correction de données. Ensuite, alors, je veux bien, par contre, je ne sais pas qui coupe son micro parce que... Quelqu'un coupe son micro, il y a quelqu'un qui respire dans son micro. Voilà, où il y a des coups de vent vraiment très réguliers, un vent bien sinusoïdal là, qui revient. Voilà, donc, merci beaucoup. Donc, j'ai fait ma thèse au LSE à Paris. Après, je suis parti 3 ans à Météo France, où j'ai travaillé justement sur l'attribution d'événements extrêmes et où j'ai participé à plusieurs aussi. Donc, on a développé avec Aurélien la méthode d'attribution qui a produit ces calculs et ces résultats. Et qu'on a aussi appliqué à plusieurs événements qui sont produits. Donc, en particulier, il y a eu la canicule de 2019, il y a eu, je crois, celle de septembre 2020, dont on a un peu oublié parce que, comme elle était fin septembre, elle était très chaude pour un fin septembre, mais ce n'était pas suffisant. Enfin, c'est un peu comme mai, c'est pas suffisant. C'est la chaleur où les gens se disent qu'il fait suffisant, enfin, qu'il fait bon pour un fin mai. Alors qu'en fait, il fait chaud pour la période, comme il fait très chaud pour la période. Voilà, j'ai travaillé sur plusieurs exercices d'attribution. Et actuellement, je suis revenu au LSCE en tant à nouveau que postdoctorant, où là, je travaille sur la correction. Alors, une partie de mon travail, c'est que je travaille sur la correction des données pour le projet Explore 2 pour les simulations hydrologiques à la fin du siècle, enfin d'ici la fin du siècle. En fait, je continue à travailler en parallèle, en tous les cas, sur de l'attribution, sur toutes ces histoires d'attribution. Merci. Donc, je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur les questions, parce qu'on va devoir mixer un petit peu les différents points de vue. Et donc, on va passer tout de suite à la présentation de Valérie Masson, qui est chercheur au CNRM, Centre national de recherche météorologique, unité mixte Météo France CNRS, qui va parler de l'îlot de chaleur urbain. Voilà, Valérie, à toi. Merci Serge. Donc, voilà, moi je suis spécialiste en climat urbain, donc des échelles beaucoup plus petites que la France, que le changement climatique, mais où il y a des impacts, comme on l'a dit tout à l'heure, très forts au niveau des populations. Donc, juste quelques mots avant sur une chaleur urbaine, sur les causes physiques du phénomène. Donc, il fait plus chaud en ville qu'à la campagne et c'est typiquement plutôt la nuit. En journée, on va avoir à peu près les mêmes températures de l'air, même si on n'a pas forcément le même confort, on a à peu près les mêmes températures de l'air, alors que sur une agglomération comme Paris, on peut avoir 8 degrés d'écart la nuit, donc depuis à peu près le coucher du soleil, entre le centre-ville et l'extérieur, et les zones rurales. Et donc ça c'est un phénomène qui n'est pas un phénomène climatique, c'est un phénomène météo. C'est-à-dire qu'il peut être là une nuit et puis disparaître la nuit suivante. Je sais pas. C'est bon? Oui. Et il peut revenir la nuit suivante. Donc ça, c'est vraiment un phénomène météo. Mais par contre, du coup, c'est un phénomène qui va aggraver les canicules en ville, puisque ça va réchauffer la température, et en particulier la température nocturne, et donc impacter la possibilité des gens de récupérer. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment
ressentie par les collectivités territoriales à partir de la canicule de 2003 et qui est aussi très parlante, donc celle de 2019. Elle est arrivée, le pic de la canicule à Paris, c'était le 25 juillet. Et ça passe. Yann Françoise de la mairie de Paris m'a dit que ça parlait beaucoup parce que le 26 juillet 2024 est l'ouverture des JO. Voilà. Donc il y a des coïncidences de date qui font que ça parle bien. Ça peut arriver, une canicule comme ça, avec des événements où il va y avoir énormément de populations de touristes qui vont arriver. Donc, pour étudier cette haute chaleur urbaine, donc il y a les modèles météo, mais il y a aussi les campagnes de mesure. Et donc là, je vais parler d'une campagne de mesure qui a lieu actuellement, qui s'appelle Paname 2022, qui est en fait un regroupement de plein de projets qui avaient tous une composante expérimentale sur la région parisienne. Donc, il y en a plus sur les gaz à effet de serre, d'autres plus sur la pollution, et il y en a deux qui sont plus focalisés sur les hautes chaleurs urbaines, qui sont donc celui qui est RDP, donc qui est plus sur pour la modélisation, et H2C, qui est Heat and Health in Cities, qui est aussi piloté au CNRM par Aude Monsu, en collaboration en particulier avec Santé publique France, pour les problématiques d'impact de la chaleur sur la santé. Donc, dans ces projets, tous ces projets sont coordonnés pour faire une campagne de mesure qui a commencé là au printemps. Moi, je vais parler plus de ce qui concerne vraiment les hautes chaleurs urbaines. Et donc, on a grosso modo 3 types de mesures. Donc, il y a 2 que je présente là. Donc, le dernier, c'est regarder jusqu'où va aller les hautes chaleurs en ville, l'influence directe de la ville par rapport à la campagne. Donc, on a différents instruments. Donc, soit par détection, donc des instruments qui sont au sol et qui regardent, donc là, c'est un radiomètre qui regarde l'atmosphère au-dessus et donc qui voit, donc ça, c'est les figures qu'on a à droite, où on regarde la température de l'air jusqu'à 2 km de haut. Et on voit bien que le jour, on a un dôme de chaleur qui monte là, sur cette journée-là, c'est à peu près jusqu'à 500 mètres, 1000 mètres, mais qui se refroidit un peu la nuit, mais en ville, ça ne se refroidit pas tellement, quoi, ça reste dans les oranges, alors qu'on voit que le même appareil à Charles de Gaulle, qui est en bordure des pistes et en zone où il n'y a plus que des champs autour, donc c'est quasi rural, on voit que ça se refroidit, que ça passe au vert. Donc là, il y a ces différences sur la verticale qu'on va observer. Donc on observe soit avec ces instruments-là, soit depuis le 13 juin, donc la semaine du 13 juin, c'est-à-dire celle où il y a eu la première... alors c'est une vague de chaleur, je pense, sur Paris, même si on a été en alerte canicule en orange. Donc là, on a lâché des ballons météorologiques depuis les quais de Bercy. Donc derrière, on voit la bibliothèque François Mitterrand. Et il y a aussi des petits ballons qu'on voit en dessous, plus petits, qui permettent de mesurer aussi la température, l'humidité, le vent et la pression sur la verticale. Donc les gros ballons, ils montent à 20 km, les petits ballons jusqu'à 5, sachant que ce qui nous intéresse, c'est plutôt les premiers kilomètres. De toute façon, pour l'influence de la ville. Donc, ça a permis aussi d'observer ce qui se passait au parc de Vincennes par rapport au quai de Bercy. Donc, vous voyez que là, pendant la période de canicule, on avait 5 degrés d'écart, rien qu'à 4 km de distance. C'était quand même assez impressionnant. On ne s'attendait même pas à tant que ça, si près de Paris. Et on va aussi avoir des mesures pour mesurer donc, les échanges d'énergie entre la ville et l'air. Donc, en gros, comment la ville chauffe l'atmosphère. Donc là, il y a 2 sites là, mais il y en a d'autres. Donc, un à gauche, c'est dans une zone périurbaine où on va observer, voilà, c'est plus une zone pavillonnaire. Et pour la centrale de Paris, on est en train d'instrumenter la grille Notre-Dame. Là, c'est pas encore en place, mais ça va permettre d'observer comment le centre de Paris va chauffer l'atmosphère au-dessus et empêcher le rafraîchissement nocturne. Donc ça, c'est les deux problématiques. Et après, le troisième type d'instrument, c'est des stations météo connectées, donc des petites stations météo. Moi, j'ai une question de compréhension. Oui. Tu viens de dire que, en fait, si, je vérifie que j'ai bien compris, si à une certaine altitude, en fait, il y a de la chaleur, ça empêche le bas de se rafraîchir. En fait, c'est ça où j'ai mal. Le bas chauffe, mais il chauffe jusqu'à une certaine épaisseur qui est typiquement 200 mètres, à peu près en ville. Et par contre, à la campagne ou au parc, ça va se rafraîchir sur le bas jusqu'à peu près 100 mètres d'épaisseur. C'est ce qu'on a vu sur le parc. Et après, au-dessus, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est juste l'épaisseur sur laquelle ça. Ok. Et quand tu dis que c'est un phénomène météo,
Oui. C'est parce que le sol est différent ou c'est quoi? Alors, c'est parce que c'est un phénomène qui est rapide, ce n'est pas un phénomène climatique. C'est un phénomène qui est lié aux conditions météo. Donc, s'il pleut, il n'y aura pas d'îlot de chaleur. S'il y a du vent très fort, il n'y aura pas d'îlot de chaleur. D'accord. Voilà. C'est le phénomène global qui est. Voilà. Mais par contre, effectivement, d'un endroit à l'autre de la ville, on va avoir des températures différentes. Et ça, c'est encore très peu connu. C'est-à-dire qu'on a déjà des connaissances sur les hauts de chaleur en centre de Paris par rapport à l'extérieur. Et encore, la station météo à Paris, elle est dans le parc Montsouris. Donc, elle n'est pas très représentative du climat de Châtelet, comme l'ont montré les géographes qui travaillent à l'université Paris-Cité, qui ont fait des mesures dans la canicule de juin 2019, donc le 30 juin, la canicule d'avant. Ils ont mesuré qu'il y avait 5 degrés d'écart entre la station météo à Montsouris et Châtelet. Voilà. Sachant que Montsouris, c'est la référence Météo France pour Paris. Voilà. Et 5 degrés, donc il y a eu du 48 degrés à Châtelet, à Londres. Là, c'était juin, c'était pas celle de juillet, c'était celle de juin. Ah, donc, les mesures en juin. En juillet, ils n'ont pas fait les mesures. Et cette nouvelle mesure à Châtelet, elle est à Londres ou elle est c'était de nuit. C'était à minuit. C'était lié au chaleur. C'était à minuit, c'était la différence à minuit. Donc, c'était pas sur la Tmax, mais c'était sur des écarts de température nocturne. Okay. Et donc là, ce qu'on veut rajouter, nous, là, c'est donc il y a déjà la mairie de Paris qui a des stations qui sont en noir, donc qui sont les stations oasis qui sont autour des cours d'école, pour l'étude sur le verdissement des cours d'école. Et nous, on va rajouter des petites stations en rouge qui vont être fixées sur des lampadaires. Et donc, dans le centre de Paris et dans le 13e, c'est une coïncidence, là, pour observer donc, la variabilité du climat urbain. Voilà, donc ces stations, c'est des stations connectées qui transmettent les informations par l'oreille. Donc, dans le 13e, l'idée, c'est d'aller du parc Montsouris qui est à gauche. Donc, on voit la station météo du parc Montsouris. Donc, c'est vraiment urbain. Et explorer différents types de quartiers avec des quartiers plus modernes, avec des bâtiments de 10 étages, les peupliers où c'est plutôt des maisons de ville, les quartiers assez anciens en briques. Et puis du Haussmannien, les tours, et puis jusqu'à un quartier très moderne vers la bibliothèque François-Mitterrand. Donc là, ça permet de voir un peu comment. Et on a choisi le 13e parce que justement, on voyait que c'était un endroit de Paris où il y avait une très forte hétérogénéité. Donc on pouvait avoir à relativement fine échelle des variabilités de température. Et après, on va aussi donc, sur les quartiers haussmanniens, donc ça c'est transformé en dessous, regarder ce qui se passe. Donc dans les quartiers qui sont plutôt homogènes d'un point de vue bâti, c'est de l'haussmannien, mais par contre, qu'est-ce qui se passe sur les bords de Seine, sur les quais, ou dans le jardin des Champs-Élysées, ou sur des places, des boulevards, etc. Quelle est la variabilité de la température à l'échelle de ce quartier? Voilà. Donc on n'avait pas de quoi mettre des stations dans tout Paris. Donc là, on est en train de finaliser le processus pour mettre ces stations-là. Après, c'est des stations, ça coûte 400 € la station. Donc, c'est quelque chose qui peut être facilement mis en place. Voilà. L'idée, c'est aussi de montrer que c'est quelque chose qui peut être mis en place après par une collectivité. Voilà. Sachant que ça ne demande pas d'infrastructure, puisque c'est sur pile et ça communique directement par l'aura et Internet des objets. Et donc, en fait, ça va servir aussi à valider les modèles de prévision. Donc, ça, c'est les hauts de chaleur qui avaient été simulés par un modèle à 100 mètres de résolution pendant justement la vague de chaleur de cette année, du 20 juin. C'était le samedi. Et donc là, le 32 degrés, c'est vers le centre de Paris, et c'est aussi à peu près ce qu'on avait mesuré avec le ballon. Et après, le modèle, il prévoit plutôt 25 degrés dans le bois de Vincennes. Donc on voit très bien les deux gros parcs qui ressortent, mais aussi le bord de Seine et puis le parc Montsouris qui ressort. Et donc l'objectif, c'est d'utiliser l'observation pour valider les modèles et puis concevoir les futurs modèles de prévision, pouvoir dire, c'est pas juste qu'on aura 12 degrés ou 15 degrés la nuit à Paris et puis 10 à l'extérieur, mais dire, dans tel ou tel quartier, on aura plus ou moins de température pour affiner les prévisions. C'est l'objectif à long terme. Est-ce que tu vois déjà des applications en termes de politique publique d'avoir ce genre de choses? J'ai du mal à me dire qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue politique publique ou de gestion de crise. Si. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on arrive à faire de ça? Là, ça va permettre. Alors, c'est beaucoup interagi plus avec Toulouse et leur problématique,
et je pense qu'on a parlé de ça même, c'est quels sont les endroits les plus chauds, les plus vulnérables, en fonction de l'aléa, donc de la chaleur, enfin, de la température, et puis des établissements à risque, style EHPAD, écoles, etc. Ouais, ok, ça peut prioriser donc, c'est l'innovation. voilà, prioriser l'innovation, regarder où est-ce qu'il y a des risques pour, en gestion de crise, aller et comme des données comme ça peut être en temps réel, utilisé en temps réel. Donc, ça permet aussi de savoir quels sont les quartiers qui sont les plus touchés ou les plus chauds. Par exemple, on peut avoir, quand il y a du vent qui vient par le nord-est, ben, les zones vers le sud-ouest vont être un peu plus chaudes. Parce que ça va affecter tout le monde. Et c'est ce qu'on a vu là, sur ces situations-là, qu'on avait le bois de Boulogne, par exemple, qui était un peu plus chaud que les bois de Vincennes, parce qu'on avait du vent qui venait plutôt de l'est. Je ne sais plus si c'est cette situation ou une autre, mais voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent aussi dépendre un peu, varier localement. J'imagine aussi, alors moins en temps réel, mais ça permet aussi de se rendre compte de est-ce qu'il y a des formes urbaines, des types de configurations qui sont au final plus efficaces que d'autres, parce qu'il y a quand même beaucoup de discussions sur l'efficacité de certaines politiques de végétalisation, d'aménagement. On se rend compte de manière un peu fine. Ça, c'est ce qu'on a beaucoup travaillé aussi sur les stratégies d'adaptation, plus que sur la partie prévision qu'on regarde aussi là maintenant aussi avec ces mesures. Effectivement, les problématiques, mais là, on l'a abordé plus avec les problématiques modélisation, mais on n'avait pas la vérité terrain. Et dans les projets qu'on a fait aussi en collaboration avec les agences d'urbanisme et les métropoles, ce qui ressortait, c'était qu'il fallait aussi avoir une vérité terrain. C'est-à-dire que pour s'approprier la problématique des villes, bon, avoir des résultats de modèles, c'est très bien, mais avoir une vraie mesure sur son territoire, ça parle. C'est vraiment un des messages qui est ressorti des analyses sociologiques qui avaient été faites par les laboratoires avec qui on travaillait. Donc, ce n'était pas nous, c'était des juristes et des sociologues qui avaient fait ces analyses-là et qui montraient qu'il y avait un besoin de mesures aussi, ne serait-ce que pour s'approprier la problématique. Est-ce que ma ville est sujette à une chaleur ou pas? C'est une question, c'est une question pour ça. Donc, juste la modélisation, l'état de l'art, c'est bien, mais ils préfèrent avoir quelque chose de tangible. Par rapport à l'hétérogénéité urbaine, on voit aussi des choses qui sont... Ce que tu disais, à 5 km, ça peut être très varié, mais est-ce qu'il y a des choses qui sortent par rapport à cette question d'hétérogénéité? Ça, c'est ce qu'on a observé, justement. Ah, c'est le résultat. C'est le résultat. C'est pour ça qu'on fait parce qu'on n'est pas vraiment... Souvent, on n'est pas allé aussi fin en échelle spatiale. En général, on travaille à l'échelle de l'agglomération. Il y a des architectes qui travaillent plus à l'échelle de l'opération, du bâtiment, le côté à l'eau, le côté au soleil, des choses comme ça. Mais à l'échelle des quartiers, tout ça, il y a moins. D'accord. C'est ce qu'on cherche, ça. Et qui est justement, quels sont les quartiers chauds, les quartiers froids. C'est pas, est-ce que le côté à l'eau, la rue à l'ombre ou la rue au soleil, bon,